Quel mécanisme biologique est au cœur de la transmission épigénétique des traumatismes? On avait dit, hein, donc c'est pas le génome, c'est à côté. La méthylation de l'ADN, la mutation de l'ADN, la sélection naturelle ou la photosynthèse neuronale. Alors il est fort possible que parmi les 4 réponses, ce soit glissé une boulette, une connerie. C'est fort possible. Hein. Il y a un esprit facétieux hein, et... À la boulette. Alors souvent on peut trouver par élimination. On parlait de gens qui ont subi un traumatisme. Là c'était du temps en Syrie, du temps de Bachar el-Assad, Al-Assad et de son père, qui ont torturé pas mal de gens et on montrait qu'il y avait des implications chez les enfants jusqu'à 3 générations, de mère en fille. Alors c'est bon, on n'a pas eu 4 réponses. Ah ça y est. Hop, dès qu'on a 4 réponses, ça se déclenche la réponse. Donc c'est la méthylation de l'ADN. Parce que, regardons les réponses. Je crois que... Qui a répondu la photosynthèse neuronale? Bah oui. C'était la petite boulette. Hein. C'était le truc qui n'a rien à voir. C'était le truc pour rire. Alors la photosynthèse, c'est quand même le mécanisme qu'utilisent les plantes pour fabriquer des sucres à partir de... Bah, entre autres, de la lumière. C'est pour ça qu'il y a photo dedans. Alors, la suite, mais rien n'est perdu. Quel événement historique est souvent étudié comme un cas d'école de la transmission épigénétique du stress chez l'humain? Alors voilà, je vous ai dit, là on étudie des gens de Syrie, mais il y a eu une étude avant. Alors on a la peste noire 1300 quelque chose, la B, la Révolution française, par élimination vous trouvez. C'est la famine hollandaise de 1944. Dites-vous que pour faire ces études-là, il a fallu tester les gens. De préférence vivants. Dès l'invention du grille-pain. Alors, est-ce que l'invention du grille-pain a causé des dommages, des changements épigénétiques chez les gens hein? C'est bon, c'est bien, c'est... On a, à mon avis, tout le monde a la bonne réponse. Yes. Bon, c'est facile. Après, vous avez une question infecte, absolument infecte, mais qui permet de souligner un truc. Bon, celle-là, la suivante, ça va être quasiment au pif. Hein. L'invention du grille-pain a eu l'effet inverse à mon avis, diminution générale du stress. C'est possible. On avait vu, et étrangement, hein, que le pain grillé est plus digeste. Et moins calorique. Ils ont fait des tests, alors c'était entre du pain frais, du pain surgelé, du pain frais grillé, et du pain surgelé et grillé. Vous savez, vous l'avez congelé, vous le décongelez, puis vous le grillez. Ou vous le décongelez dans le grille-pain. Tranche par tranche. Et le meilleur, c'était le pain... le meilleur, nutritivement, c'est fou. Qui donnait le moins de pic de glycémie, c'était le pain surgelé et décongelé au grille-pain. C'est complètement contre-intuitif, quoi. Tu te dis, bon, du pain frais. C'était pour le pain blanc, hein, du pain blanc, parce que le pain blanc, c'est pas génial. C'est bon, hein, mais c'est pas génial. Question suivante. Bon, celle-là, elle claque comme un coup de fouet, c'est pas grave. Quel gène qui code pour le récepteur des glucocorticoïdes est fréquemment étudié dans le cadre de la réponse au stress et de son héritage épigénétique? Vous voyez le truc, hein. Donc, bon. Alors, vous choisissez le gène HBB, NR3C1, BRCA1 ou le gène du Wi-Fi intégré. Alors, un indice, la réponse D vous garantit une erreur. Hein. J'aurais dû la dégager cette question-là, en fait. Mais il y a un truc intéressant, c'est que ce gène-là, il est vachement important parce qu'il intervient dans pas mal de cancers, en fait. Et donc, des gens qui ont eu énormément de stress et ils ont eu ce problème, ce gène-là est moins exprimé. Il est moins exprimé chez leur descendance. Et en fait, les gens sont beaucoup plus sensibles peuvent avoir plus de cancer.
C'est fou, hein. C'est par ce mécanisme-là que le simple stress peut avoir une influence sur le cancer. Enfin, il y a un de ces mécanismes-là. Mais comment vous avez fait? Vous avez triché ou quoi? Vous avez cherché sur Google, hein. On avoue. Mais c'est totalement dingue, là. Pourquoi il avait une bonne tête, NR3C1? Là, je veux une réponse. Vous ne sortirez pas comme ça. Comment vous avez trouvé, quoi? J'aurais jamais eu la réponse, hein. J'aurais mis au pif. Peut-être qu'au pif, on met NR3C1. Toujours mettre des chiffres dans le nom. What? Vive le Lucky, le nom était sympa. J'en ferai un droïde de compagnie. Bah, tu vois? C'est fou, hein? Pure luck. Bah ouais, c'est trop fort. Comme quoi, hein. Mais on peut faire des expériences, en fait. Ici aussi. Ah oui, là, on passe au bébé. Vous vous rappelez, il y a un film de Clint Eastwood dans lequel ils ont utilisé un bébé en plastique et c'était n'importe quoi parce que c'était vraiment une marionnette mal faite. Et j'ai cherché, j'ai eu l'explication, hein. Ils avaient 2 bébés, des vrais. Le premier bébé, donc il y a un bébé, il y a sa doublure au cas où, un remplaçant. Le premier bébé était malade, le deuxième bébé n'était pas là, pour tout un tas de raisons. Et ils devaient se dépêcher de faire le tournage, et Clint Eastwood a pris la direction. Il a dit, bon, on prend la marionnette. On prend la poupée. Alors, d'après vous, est-ce que c'est dans Gran Torino, dans American Sniper, $1 Million Baby, ou Le Bon, la Brute et le Poupon? Le Bon, la Brute et le Poupon, je voudrais voir ce film, hein. On a 2 bonnes réponses. Ouais, $1 Million Baby, on aurait pu le dire, hein, puisqu'il y a Baby, et puis... Mais $1 Million Baby, c'est un film sur la boxe. Je crois que Clint Eastwood, il est l'entraîneur d'une jeune fille qui se démène à la boxe. Et je ne pense pas qu'il y ait de bébé dans l'histoire, en fait. Mais c'est vrai que j'aurais jamais cru, avant d'avoir vu la nouvelle, qu'il y aurait eu un bébé dans American Sniper. Bonjour Flo-Flo. Flo-Flo l'amigo. Comment tu vas? Bienvenue par ici, tu causes à ton grippin, c'est pas grave. Alors, on est en train de faire un quiz. Si tu veux participer, il y a un lien qui est épinglé au-dessus du chat. Tu arrives comme ça, tu déboules. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de score... On donne des petites récompenses, je donne des points après en fonction du nombre de réponses qui ont été justes. 500 points par réponse juste. Bon voilà. C'est pas un classement, tu vois. Bon, il y a un classement, mais en plus, tu reçois des points. Juste pour savoir les sujets de GT, de Gran Turismo et 1 Million. Ah oui, donc c'était l'autre. Ouais. Et Gran Turismo, Gran Torino, c'est Clint Eastwood, il vit dans depuis très longtemps, bon, il est bien âgé à chaque fois, il vit dans un quartier qui s'est un peu petit à petit dégradé, puis il est assez, tu sens bien qu'il est un peu raciste. Et il se retrouve confronté à un gamin asiatique. Et en fait, il finit par se prendre d'affection pour le gamin et tout, il y a une histoire. Vétéran dans un quartier qui s'est asianisé, ouais, et puis il est pas mal raciste, ouais. Au début, il balance des trucs, puis après il se reprend, ouais. Les deux font un bout de chemin ensemble, et ils déteignent un petit peu l'un sur l'autre, et c'est que du bon, quoi. Quel studio d'effets spéciaux célèbre pour les dinosaures de Jurassic Park est une référence en matière d'animatronique? Alors le Stan Winston Studio, le Industrial Light and Magic, Weta Workshop ou le garage de mon oncle. Et il est possible que en D ce soit glissé une réponse boulette. À la boulette. Hop, je pense qu'il va donner les réponses là. On est à +3. Oh, il suffit que vous donnez votre réponse. Si tout le monde donne sa réponse, on va avoir, il va donner la réponse finale. Ah bon, on a plus de monde qui participe là.
Je vais donner la réponse, hein. On va pas tarder parce que... Sinon, vous cherchez sur Internet. Hein. Je suis obligé de donner, je peux pas attendre non plus. Allez hop. Faudrait que je mette un petit timer. C'est le Stan Winston Studio. Alors, je vais vous dire dans l'ordre. Weta Workshops, on est en Nouvelle-Zélande ou en Australie. C'est le studio des effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. Industrial Light and Magic, c'est le studio des effets spéciaux de LucasArts. Donc plutôt les Star Wars, etc. Il a monté ça. Et donc Stan Winston Studio, c'est un studio qui accompagne, qui faisait les animatroniques pour Jurassic Park. Et probablement la version informatique aussi. Hein. Ou alors ils étaient uniquement spécialisés dans les animatroniques, je ne sais pas. Question suivante. Donc on a eu quoi comme réponse 2 sur LucasArts. Industrial Light and Magic, c'est George Lucas. Weta Workshop. Et le garage de mon oncle. Qu'est-ce qu'a dit le garage de mon oncle? Quel artiste italien, créateur de la créature d'E.T. l'extraterrestre, a aussi remporté un Oscar pour les effets spéciaux du film d'Alien? Le premier Alien, en 1979, donc il a reçu un Oscar en 1980. Quel artiste italien qui a créé... Il a créé E.T. et il a aussi remporté un Oscar pour les effets spéciaux du film Alien. Donc Federico Fellini, Giorgio Armani, là, par élimination vous devrez trouver Léonard de Vinci ou Carlo Rambaldi. Bon, Léonard de Vinci, un Oscar en 1980. Oui. Ah, c'est toi, Flo Flamingo, qui a mis le garage de mon oncle, Flo l'amigo. J'ai dit Flamingo. C'est toi l'amigo. Ça m'a fait rigolo. Oui, c'est là. Là, t'as Léonard de Vinci. À chaque fois, il y a une réponse. Peut-être qu'il faudrait que j'ai un espèce de prix spécial pour toutes les réponses bizarres, mais je sais pas comment implémenter ça dans le truc. La personne qui donne le plus de réponses, à chaque fois, il est très probable que sur les 4 réponses, il y en a une qui soit plus absurde que les autres. Il pourrait y avoir un prix spécial pour la personne qui a le plus répondu de choses absurdes. On a toutes les réponses. J'évalue les réponses. Il s'agit de Carlo Rambaldi. Alors bon, Giorgio Armani, c'est un couturier, on sait jamais. Hein. On sait jamais, il aurait pu se mettre dans les effets spéciaux. Léonard de Vinci, non. C'est pas la même époque, ça ne va pas. Federico Fellini, c'est un réalisateur italien. Et bon, qui était pas... Bon, en tant que réalisateur, je le vois mal faire des effets spéciaux lui-même, quoi. On sait jamais. Mais donc c'est Carlo Rambaldi. Question suivante. Quel est le nom du grand modèle de langage, une IA développée par Meta et intégrée dans WhatsApp pour les nouvelles fonctionnalités? GPT-4, Claude 3, Llama 3 ou Mon Petit Poney IA? Donc vous devez savoir un petit peu Meta, donc, qui est derrière Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads. Qu'est-ce qu'on a encore? S'occupe d'un... Ils ont leur IA à eux, et elle a un certain nom. Hop, on va sur la réponse. J'attends 3 secondes encore. Parce qu'après, je dois attendre un petit peu. Des fois, il y a des gens où vous avez un délai. C'est Llama. C'est voilà. GPT-4, c'est fait par OpenAI. Claude 3, c'est fait par Anthropic. Mon Petit Poney IA, c'est fait par personne. Hein. Ça n'existe pas, j'espère. On ne sait jamais. Gardons les réponses. On n'a pas eu de Mon Petit Poney. Et donc Llama, c'est fait par Facebook. Meta, qui est la maison mère de Facebook. Question suivante. Le protocole de chiffrement de WhatsApp qui garantit la confidentialité. Donc sur WhatsApp, les discussions sont chiffrées. Tu vois, c'est pas en clair. C'est basé sur... ça a un nom. Ce protocole, il a un nom. Cette façon de crypter, elle a un nom. Est-ce que c'est Signal? Est-ce que c'est Telegram? Est-ce que c'est Skype? Est-ce que c'est TamTam? Et il a le nom d'une autre application. Il existe une application. Bon, on sait qu'il existe des applications qui s'appellent Signal, Telegram, Skype et TamTam. C'est bon. Mais laquelle est utilisée par WhatsApp? Ok. Bon, j'ai encore une réponse.
on arrête. Je suis quand même content d'avoir suivi la tartinale, ça aide. Oui, oui, quand même. C'est ça, hein, ça aide, hein, c'est pas... On évalue les réponses. Là, j'en ai parlé, j'ai montré la page Wikipédia, on est allé dessus. Mais pareil pour le... Ils ont parlé du bébé en plastique utilisé dans American Sniper, etc. Plein de trucs. Victoire! Bravo Flo-Flo! C'est Signal, vous savez, et l'application existe toujours, elle existe Signal. Vous pouvez échanger, remplacer WhatsApp, si vous utilisez WhatsApp, par Signal, qui ressemble beaucoup. Hein. Vous avez les mêmes messages en vert, etc. Et à part que c'est une application open source qui n'est pas possédée par Facebook, et qui utilise en dessous le même cryptage, parce que visiblement Meta est en train de plus en plus de mettre ses gros doigts salés boudinés dans le code de WhatsApp pour mettre de la pub, récupérer, utiliser de l'IA sur le contenu des discussions et tout. Ça commence à sentir mauvais. Est-ce que Signal est bifluoré? C'est vrai qu'il y a un dentifrice. Ouais. Ici on a un dentifrice, la marque elle s'appelle Colodent. C-O-L-O-D-E-N-T. Voilà. Cherchez pas. C'est comme ça. Question suivante. Qui est considéré comme le père de l'intelligence artificielle? Ouais, facile, c'est là. Pour avoir formalisé ces concepts fondamentaux dès 1950. On l'a vu beaucoup, il y a eu des films. Est-ce que c'est Mark Zuckerberg? Est-ce que c'est Alan Turing? Est-ce que c'est Albert Einstein ou Géo trouve tout? Le fameux Géo trouve tout. Vous savez d'où est Géo trouve tout? On trouve ça dans les Picsou. C'est un pote à Mickey. Non, c'est un pote à Donald. Pas Mickey. C'est l'inventeur fou de Donald. C'est bon, vous y êtes. J'attends qu'il y ait un petit plus 4 là, on y est presque. Tardez pas trop à répondre, sinon il y a quand même une suspicion que vous allez chercher. Là, vous avez le temps de chercher. Oh, c'est bon. Hop, Alan Turing. Il y a quand même des réponses qui tardent. C'est Alan Turing, vous avez... il y a eu des films dernièrement sur Turing, peut-être pas une série, mais il y a eu des téléfilms. L'équivalent de Léonard de génie. Que je préfère. Ah oui, Léonard le génie avec son disciple. Moi, le disciple, j'adore. J'adore le disciple. Disciple! On se lève dans la joie et la bonne humeur pour servir la science. Il se prend une tarte gigantesque. Ah, Léonard Génie. Bon, c'était bon. J'aime bien, c'est le petit chat et la souris qui sont sur chaque image. Contrairement au mythe populaire, qui, au Moyen-Âge, savait très bien que la Terre était ronde, dans le sens ronde, sphérique, pas seulement plate et ronde. Une boule, la boulasse. Là. À la boulette. Voilà. Seulement les astrologues, seulement les rois vikings, personne. Alors, astrologue, c'est même pas astronome, hein. Astrologue, hein. Des gens qui font de l'astrologie, hein. Les constellations pour vous prédire vous êtes de quel signe et tout. Les clercs et les érudits. Les clercs sont les gens... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par clerc? Les gens qui recopient les manuscrits, qui sont versés dans les lettres. Les moines copistes. Les clercs et les érudits, personne, seulement les rois vikings, seulement les astrologues. Les inventions pour le réveiller, moi aussi je kiffe. Ah oui, c'est ça. Les inventions, il se prenait des trucs. Hein. Son lit, le disciple avachi dans son lit, qui n'a pas réalisé que le long du lit, il y a comme un mécanisme qui ressemble étrangement à un truc, un truc à souffler qui va écraser son lit comme on écraserait un accordéon. Bon là, il faut que je mette un... Je m'évalue les réponses. Hein. Trop tôt, trop tard. Hein. C'est pas possible. Hein. Quelqu'un qui a pas répondu assez vite. Alors, essayez de répondre plus vite. Parce que sinon... Question suivante. Quel livre du XIIIe siècle écrit par Jean de Sacrobosco était le manuel d'astronomie de base dans les universités? Voilà, c'est celui-là dont on parlait. J'en ai parlé, mais j'ai pas dit le nom. Quel livre du XIIIe siècle était le manuel d'astronomie de base dans les universités européennes? Et c'est celui-là qui a eu jusque 200
réimpressions et éditions différentes et qui a servi pendant plusieurs siècles. Il décrivait la Terre comme une sphère. Le livre des merveilles, l'Almagest de Sphaera Mundi, le guide du routard galactique. Le guide du routard galactique, c'est un bouquin, il date de quand? Des années 50, 40? N'oubliez pas votre serviette, très important. La serviette est 42. La réponse, c'est de Sphaera Mundi. Ce qui veut vraiment dire au sujet de la sphère du monde. En latin. Sphère, c'est pas un hasard si ça ressemble au mot sphère. C'est le même. À quelle époque le mythe de la Terre plate médiévale a-t-il été le plus popularisé? J'ai pas dit GG à chaque fois. Je vais revenir à chaque question, on va voir. Je vais les refaire. Je vais dire bravo. Toutes les bonnes réponses. À quelle époque, on l'a dit ça aussi. Donc, au Moyen-Âge, les érudits savaient très bien considérer que la Terre était sphérique. C'était pas un problème. Ça n'a jamais disparu, cette connaissance, ou croyance majoritaire. Et c'est plus tard que on a établi un peu ce mythe qu'au Moyen-Âge, les gens étaient ignares et qu'ils considéraient que la Terre était plate. Mais à quelle époque ce mythe de la Terre plate du Moyen-Âge a-t-il été le plus popularisé? Au XIXe siècle, au XVe siècle, au XIIe siècle, ou durant l'âge de glace? Bon, j'évalue les réponses. Vous avez eu le temps. Pouf. Au XIXe siècle. En fait, c'est assez récent. Donc dans les années 1800. Mais c'est vrai que ça a commencé un petit peu avec Voltaire. Voltaire est allé dénicher des écrits religieux qui parlaient de la Terre plate. Et il a dit dans ses écrits à lui que la Terre plate c'était un dogme religieux et que c'est ce que tout le monde croyait dans les époques, dans l'Antiquité tardive et comme ça. Alors qu'en fait, pas tant que ça. Mais au moment où ça a été écrit partout, dans les livres, dans les manuels scolaires, etc., c'est au 19e siècle. Le classement final. On a... Gripsou. Ah, j'avais vu tellement de fois passer Henri dans les bonnes réponses que j'ai cru Henri. On a 12 à une bonne réponse près. Mais 12 sur 12 ! Tu causes avec ton grille-pain, c'est pas grave. Alors on fait un peu le principe de l'émission, c'est je parle de différents sujets. Ce matin, on avait 4 sujets. Souvent, c'est 4 sujets. Et après, il y a un quiz qui comprend 3 questions sur les sujets qui ont été proposés avant. Donc, on se retrouve avec 12 questions. Et des fois, les questions sont infectes. D'autres fois, elles sont extrêmement faciles. Tout est mélangé, c'est comme ça.